Merci, un grand merci Odette pour cette invitation et merci à Monsieur Georgelin aussi et à l'École française d'Athènes qui nous accueille. Je suis un habitué de l'École française de Rome, dans laquelle j'ai fait beaucoup de colloques. J'ai un autre qui est en préparation actuellement, non? Là, vraiment, très souvent. J'ai été une paire de fois à la Casa de Velázquez à Madrid, mais je n'ai jamais travaillé ici à l'École française d'Athènes, donc c'est une joie spéciale d'être ici. J'irai un peu par rapport à la communication que nous venons d'entendre, j'irai à rebours dans le temps et dans l'espace. Parce que je reviens vers la Méditerranée centrale et occidentale, et je fais ça dans les années fin du 15e et première moitié du 16e, là où se préparent les événements qui ensuite, comment dirais-je, vont se développer dans les lieux et dans les temps que nous avons entendu exposer dans la communication, dans la présentation qui m'a précédé. Finalement, je suivrai un peu le fameux dicton qui est attribué à Christophe Colomb, c'est-à-dire « buscar el levante por el poniente ». Pour voir ce qui arrivera dans la Méditerranée orientale, il faut regarder dans le poniente, dans la Méditerranée occidentale. Donc, je commencerai mon voyage par l'extrême occident d'Andalousie. C'est bien connu que le 1er janvier 1492, c'est la fin le dernier vestige de l'islam politique sur le sol espagnol, la chute de Grenade. L'émirat nasir de Grenade qui tomba entre les mains des souverains qui recevront pour cela le titre de catholicos, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Des conséquences en chaîne suivront, notamment en matière d'intolérance religieuse. Le 29 avril de cette année-là, 1492, en indiquant que l'Espagne n'était plus que chrétienne, le décret de l'Alhambra ordonna la conversion des Juifs ou leur expulsion avant le 31 juillet. Les musulmans eurent plus de temps, mais avec les années, l'heure du choix dramatique pour eux aussi arrivera. L'uniformisation religieuse forcée produira des phénomènes typiquement espagnols comme le maranisme ou l'obsession de la limpieza de sangre. Les chroniques font état des foules de juifs expropriés de leurs biens qui se réfugièrent à l'étranger. Le chiffre traditionnel se situe entre 100 000 et 150 000, mais aujourd'hui, on a tendance à le réduire à peu près de la moitié. Il faut penser aussi à la dimension de la population générale de l'époque, qui était infiniment mineure. Les destinations de cette diaspora étaient essentiellement au nombre de 4. Le Portugal, le Maghreb, l'Empire ottoman avec la métropole de Constantinople et la ville alors un peu dépeuplée de Salonique, et l'Italie du centre-nord, la partie d'Italie non soumise à l'Espagne, où peut-être quelques 25 000 personnes arrivèrent en Italie de l'Espagne. En Italie furent surtout les villes de Rome, Venise, Ancône et Ferrare qui accueillirent cet afflux de Juifs. Livourne, par contre, ne prendra de l'importance qu'à partir de 1593, lorsque le grand-duc Ferdinand Ier de Toscane émettra les lois livournaises, les leggi livornine, pour attirer les marchands de toute nation en garantissant la liberté de commerce et de culte. Grâce à l'activisme et à la cupidité des armateurs génois, le tout premier lieu de débarquement des réfugiés fut souvent Gênes, ce qui ne manqua pas de provoquer la réaction du franciscain Bernardin de Feltre, le fondateur des Monts de Piété, qui accusa les Juifs de diffuser la peste à Gênes. Ensuite, chacune des villes que l'on a nommées, c'est-à-dire Rome, Venise, Ancône et Ferrare, furent choisis par les Juifs pour des particularités spécifiques de chaque lieu. Certains des Juifs espagnols imaginèrent l'Italie comme la destination définitive dans les limites que ce terme définitif pouvait signifier pour un Juif. D'autres, pour d'autres, l'Italie ne fut qu'une étape intermédiaire. La taille du second groupe, celui qui considérait l'Italie une étape intermédiaire, était destinée à augmenter avec le temps, comme on le verra bientôt. Il s'agit toutefois du mouvement de population
le plus concentré dans le temps, qui ait concerné l'Italie depuis la fin de l'Antiquité. Quelques années après, 1497, le roi du Portugal, Manuel Ier, expulsa aussi les Juifs. Pour les fugitifs, une nouvelle destination s'ajouta, les Pays-Bas espagnols, directement accessibles par mer depuis Lisbonne. Les Pays-Bas espagnols, riches en commerce et dotés de autonomie juridictionnelle. Mais les craintes pour leur avenir dans un pays appartenant, somme toute, à la couronne espagnole, c'est-à-dire les Pays-Bas espagnols, conduisirent bientôt de nombreux Juifs à quitter les Pays-Bas pour l'Empire ottoman. Le parcours fut le plus naturel, par la voie de terre jusqu'en Italie, pour ensuite profiter des galères qui partaient pour l'Orient, notamment de Venise. D'autres villes de la façade adriatique, c'est-à-dire Ferrare et Ancône, reçurent également des Juifs provenant des Pays-Bas et avant des Pays-Bas du Portugal et de l'Espagne. Le tour était celui-là. S'il est impossible de quantifier des phénomènes souterrains et souvent illégaux, il est certain que dans la première moitié du XVIe siècle, le centre-nord de l'Italie se retrouva avec une population juive importante et hétérogène. Car il ne faut pas oublier qu'outre les nouveaux séfarades ibériques, il y avait aussi des Juifs installés en Italie depuis des générations. Ce n'était plus l'activité de prêt, ce que les États italiens attendent des Juifs désormais, mais le grand commerce garanti par leurs liens internationaux. Voyons un peu les quatre villes qu'on a évoquées, c'est-à-dire Rome, Venise, Ancône et Ferrare, parce que quelques-unes de leurs spécificités nous permettront de comprendre le passage successif, c'est-à-dire vers l'Orient. Bon, Rome, siège de la papauté qui récompensait les gestes des rois d'Espagne, Rome semblerait le lieu le moins approprié pour accueillir de tels fugitifs. Mais il faut dire que Rome abritait une importante communauté juive, la plus ancienne de la diaspora, où l'on pouvait trouver de l'accueil et du secours. Les liens avec le reste de la ville étaient intenses, ainsi qu'avec les cercles hétérodoxes. Et même intenses étaient les liens avec la cour papale, au profit de laquelle les Juifs mettaient souvent leur réputée connaissance médicale. Les vexations telles que les sermons forcés ou les humiliations publiques telles que la course des Juifs au carnaval ne manquaient pas, sans parler des traditionnelles violences de la semaine de Pâques. Tout cela faisait partie de la vie ordinaire des Juifs, sans prendre le caractère radical des événements espagnols ou portugais. Ancône, principal port de l'État pontifical, abritait également une communauté juive ancienne, dont les franchises attirèrent de nombreux réfugiés ibériques. Ancône, ville portuaire, entretenait d'importants liens avec l'Orient et avec l'active République de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, située sur la côte illyrienne en face. Le calme relatif était épisodiquement interrompu. Un juif qui s'appelait Jacob Gabbai fut pendu à Ancône en 1546 sous l'accusation d'avoir tenté d'exporter 4000 épées vers le Levant, en violation de l'interdiction de vendre des armes aux infidèles. Nous savons très bien que dans toutes les époques, l'interdiction de vendre des armes sont rarement respectées. Mais lui, il s'est fait attraper. Pour l'essentiel, en tout cas, à Ancône comme à Rome, les choses se déroulèrent sans des difficultés exagérées jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Venise, le plus grand emporion pour le Levant, était peut-être la destination la plus convoitée. Les Juifs locaux étaient protégés par la tolérance empirique de la République de Venise, qui était très attentive aux avantages que pouvaient apporter les communautés ethniques. Les Juifs, les Turcs, les Grecs, les Arméniens. C'est pourquoi Venise freina les ardeurs des prêcheurs franciscains qui, dès le milieu du XVe siècle, prônaient l'établissement des mondes de piété en accusant les Juifs d'usure. Venise était toutefois exposée à la propagation des accusations de meurtre rituel, après le cas célèbre de l'enfant Simon de Trente en 1475. Et en effet, dans le territoire vénitien, Trente n'était pas territoire vénitien, c'était territoire impérial. Et en effet, il y a eu un épisode dans la terre vénitienne, à Porto Buffole, près de Portogruaro, sur la terre vénitienne, en 1480.
Là, une accusation de meurtre rituel, mais le gouvernement de la République essaya au moins d'endiguer quelques excès de la colère populaire, ce qui ne signifie pas qu'il n'y eut pas de victimes, parce que 2 Juifs furent pendus sur la place de Saint-Marc à Venise. En revanche, cette attitude, somme toute tolérante, dans la signification que, bon, il n'y avait pas Montesquieu derrière, hein, donc une tolérance très empirique et non philosophique. Somme toute, en revanche, Venise établit le premier ghetto juif de l'histoire, en 1516. On a du mal à percevoir de la cohérence entre la nouvelle institution du ghetto et l'ensemble de la politique juive de Venise. Si ce n'est en rappelant l'ambiguïté de cette nouvelle démarche, c'est-à-dire la fondation du ghetto, qui impliquait l'enfermement, bien entendu nocturne, mais en même temps aussi la protection contre les chrétiens trop zélés. Il n'en reste pas moins que l'objet et le mot ghetto lui-même, en la langue italienne, hein, sur lequel les philologues ont longuement débattu, on n'a pas trouvé la solution encore. Et il y a des propositions différentes, mais c'est l'un des mots, encore dans la langue italienne, les plus tardifs sur lesquels on n'arrive pas à être sûr sur l'étymologie. En tout cas, l'objet et le mot aussi ont leur première origine à Venise. C'est bien là un point tournant fort de l'histoire juive, le premier ghetto, mot mystérieux, pas l'objet qui n'est pas mystérieux. Finalement, le cas de Ferrare est original aussi. La présence des Juifs y est attestée depuis le Moyen-Âge, première date 1227. Le nouveau flux en provenance de la péninsule ibérique, souvent via les Pays-Bas comme on l'a vu, fut considéré par le duc d'Est, c'est-à-dire les souverains locaux, comme une occasion de s'émanciper de la dépendance économique vénitienne. Les bonnes conditions que les Juifs et les marins ferrarais acquisirent rapidement sont démontrées de multiples façons. La protection du duc contre les violences de Pâques, ou contre les rumeurs de meurtre rituel. Il y en a eu à Ferrare des rumeurs de meurtre rituel, mais le duc a chaque fois bloqué tout mouvement violent contre les Juifs. L'exemption à Ferrare de l'obligation de porter le signe jaune, très souvent, parfois elle était, mais parfois il y avait des exemptions. La présence de plusieurs synagogues, des écoles et d'imprimeries juives dans une ville qui n'avait pas plus que 30 000 habitants, ce n'était pas Venise. La résistance sourde du gouvernement à l'Inquisition et toute une série d'immunités et de privilèges, y compris la possibilité de célébrer en 1554 le congrès rabbinique italien qui fut célébré à Ferrare. Sans parler de l'institution très tardive du ghetto, qui n'arrivera qu'en l'année 1624. Mais à ce moment-là, la ville n'était déjà plus la capitale d'un duché indépendant, mais elle était désormais incluse dans l'État pontifical. Avant ce tournant, la culture juive fut centrale à Ferrare, au point de transpercer dans plusieurs passages même de l'Orlando Furioso, le Roland furieux de l'Arioste, qui est le principal poème chevaleresque de la littérature italienne, qui fut publié à Ferrare en 1532. Il y a une quantité de références à la culture et aux croyances juives dans ce texte fondamental de la littérature italienne de la Renaissance. Mais au milieu du XVIe siècle, une césure historique se produisit en Italie, qui affectera les villes du Levant aussi. Le monde catholique entra dans une phase que l'on appelle synthétiquement la contre-réforme. Quelques-uns disent la réforme catholique, il y a eu un débat, mais enfin, contre-réforme. À mon avis, c'est contre-réforme. L'introduction de l'Inquisition romaine en 1542, la mise en œuvre des décrets du Concile de Trente, l'établissement des redoutables maisons des catéchumènes et la pratique des baptêmes forcés, tout ceci frappa les Juifs de plein fouet. L'État pontifical fut évidemment en première ligne. Les autres États italiens se rallièrent tard ou tôt. Tôt ou tard, plutôt. Le 14 juillet 1555, la bulle pontificale Cum Nimis Absurdum, promulguée par le pape Paul IV, annula tous les droits personnels, religieux et économiques des Juifs dans l'État pontifical. Le pape Paul IV avait été
entre autres dans sa carrière précédente, le nonce apostolique en Espagne. Donc, il avait connu de près la politique dure des Reyes católicos envers les Juifs. Après, il était devenu le préfet de la congrégation du Saint-Office, c'est-à-dire le responsable de l'Inquisition romaine. Avec un tel cursus honorum, on ne se surprend pas qu'il établisse comment dirais-je, des mesures si draconiennes. Et en effet, il établit que les Juifs soient concentrés de l'État pontifical, soient concentrés dans seulement 2 ghettos, Rome et Ancône, dirigés d'une main de fer. L'expérience complexe et ambiguë du ghetto de Venise évoluait dans le sens de l'enfermement uniquement. À Venise, il y avait protection, enfermement. En tout cas, je remarque quelque chose, que même avec ça, il n'y a pas une expulsion totale de l'État pontifical. Donc, il y a une grande différence par rapport, il y a des mesures, bien sûr, de vexation, mais il n'y a pas une expulsion totale comme il avait été de l'Espagne. Les Juifs, alors il établit donc que les Juifs résidus soient concentrés dans les seulement de ghettos, Rome et Ancône, dirigés de main de fer. Dans ce cadre, un incident majeur eut lieu à Ancône. Un inquisiteur, qui s'appelait Cesare Galluaba, fut envoyé dans la ville avec le mandat de découvrir les crypto-juifs et d'incarcérer les Juifs qui n'acceptaient pas de se faire baptiser. Certains Juifs réussirent à se sauver vers les villes de Pesaro ou de Ferrare, on a vu, et d'autres lieux plus accueillants. Mais une bonne vingtaine d'entre eux furent arrêtés et exécutés. Cette affaire provoqua une réaction internationale, avec notamment l'intervention de la richissime juive Dona Grazia Nasi, la rencontrera encore, installée à Constantinople désormais, mais nous verrons qu'elle sera présente en Italie avant. Et la réaction aussi du sultan ottoman, qui obligea le pape à libérer au moins les Juifs qui étaient des sujets turcs. Pendant près de 2 ans, les marchands juifs boycottèrent le port de Ancône. De nombreux Juifs italiens, tant les anciens que ceux d'origine ibérique, prirent alors la route du Levant ottoman. Là, ils étaient qualifiés de gens du livre, au même titre que les chrétiens. Ils bénéficiaient, comme les chrétiens, du statut discriminatoire, mais en même temps protecteur de dhimmi, protégés. Et ils étaient encadrés dans le système du millet, les communautés étant religieuses qui garantissaient une précarité bien moindre qu'en terre chrétienne. Les Juifs italiens, dans leur mouvement vers l'Orient, passèrent souvent par Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, la république ethniquement slave mais culturellement italienne, catholique mais entourée de populations orthodoxes et tributaires de Turcs. Raguse est le lieu de toutes les rencontres et de tous les compromis pour survivre. En effet, avec ces compromis, la petite tribu de Raguse a survécu 800 ans. De Raguse, on pouvait continuer à travers l'arrière-pays des Balkans ou encore par la mer jusqu'à Salonique, Constantinople, Smyrne et un peu partout ailleurs. Arrivés à destination, dans quelques-unes des grandes villes d'Orient, les Juifs qui avaient fui l'Italie se mêlèrent parfois à ceux qu'on appelait à l'époque les Italo-Levantins. Ces Italo-Levantins sont un groupe, comment dirais-je, la minorité d'une minorité, non hyper minoritaire. Ils n'étaient que les héritiers, pas nécessairement juifs, des communautés marchandes italiennes qui s'étaient formées à l'époque des croisades et de l'Empire latin d'Orient. La formation des communautés juives du Levant est donc le résultat d'événements qui ont mûri en succession dans les péninsules ibériques et italiennes. Au cours du XVIe siècle, une configuration s'établit qui était destinée à perdurer dans ses lignes fondamentales jusqu'à l'émergence dans l'Europe du Sud-Est des nationalismes et des fondamentalismes religieux du XIXe et du XXe siècle. La catégorie historiographique de la longue durée s'avère être l'outil idéal pour interpréter de tels développements. Une affaire extraordinaire vient confirmer les tendances générales que nous venons de décrire, en y ajoutant en plus le signe de la singularité qui ne manque jamais dans l'histoire.
Revenons donc un peu en arrière pour rencontrer Madame Gracia Mendes Nassi, ou Béatrice de Luna, selon son nom chrétien, également appelée Doña Gracia ou la Señora tout court. La Señora est un personnage bien connu, surtout grâce à la monographie quelque peu hagiographique de Cecil Rhodes. Richissime, créancière d'empereurs et de sultans, elle trône au panthéon des études de genre. Née à Lisbonne vers 1510, dans une famille marane d'origine espagnole, les benvenistes, elle fut mariée à l'âge de 18 ans à Joseph Francisco Mendes Nassi, le plus grand marchand d'épices d'Europe, le propriétaire d'une flotte et d'une banque puissante. À la mort de son mari, Gracia hérita une partie de sa fortune et s'installa à Anvers dans les Flandres en 1536. Des conflits familiaux et des attaques politiques contre sa fortune s'ensuivirent, ce qui poussa Gracia, après une dizaine d'années, à partir à Venise. Mais à Venise, elle fut arrêtée, apparemment en tant que crypto-juive. N'oublions pas, officiellement, elle était une convertie. Mais cet épisode demeure quelque peu obscur. En tout cas, Venise la libéra très rapidement, mais après quoi elle déménagea à Ferrare, où elle put enfin professer librement son judaïsme. Bien que de courte durée, son séjour à Ferrare laissa une trace permanente. C'est elle qui commandita la fameuse Bible de Ferrare en judéo-espagnol, ou ladino. Cette Bible fut publiée à Ferrare en 1553 par Yom Tov Athias et par Abraham Usque. Elle était destinée aux Juifs espagnols qui ne comprenaient plus l'hébreu et avaient trouvé refuge en Italie. La dédicace de cette Bible au duc de Ferrare, Hercule II d'Este, confirmait le rôle de Ferrare, quelque peu dangereux pour un petit souverain comme le duc, mais il l'a accepté, donc il voulait l'accepter, confirmait le rôle de Ferrare comme terre d'asile. Mais désormais, Gracia se tournait vers le Levant. En 1553, elle s'installa à Constantinople. Son neveu, Joseph Nassi, lui aussi né au Portugal et passé par Anvers et par Venise, entamait à Constantinople une brillante carrière au service du sultan Soliman le Magnifique. Grâce à ces relations, Gracia Mendes Nassi assuma un rôle diplomatique dans la politique du sultan, en pleine collaboration avec son neveu. Elle encouragea la culture juive, elle finançait des synagogues, des bibliothèques, des imprimeries, sans jamais oublier l'Italie. En 1556, elle intervint sur les faits d'Ancône, on a dit non, les persécutions juives d'Ancône, en organisant le blocus commercial du bloc d'Ancône. Peu après, elle obtint du sultan un bail sur la région de Tibériade en Palestine, dont son neveu Joseph était nommé seigneur. Un travail de reconstruction et d'assainissement fut commencé, ce qui fit devenir le projet auroral d'instaurer un foyer juif de peuplement en Palestine. Mais cette entreprise de Palestine, cette fois-ci, peut-être pour la première fois dans l'histoire de succès de Madame la Señora, cette fois-ci, cette entreprise de Palestine n'eut pas de succès, et à la mort de Gracia en 1569, tout fut abandonné. Entre-temps, toutefois, Soliman venait de soustraire le duché insulaire de Naxos au contrôle de Venise. Et le neveu de la Señora, Joseph Nassi, en devenait le duc. L'inimitié de Joseph pour Venise entend longtemps la République. Si on regarde les discussions dans le Sénat de la République, ils étaient obsédés par l'inimitié déclarée du nouveau seigneur de Naxos, c'est-à-dire Joseph Nassi. Ceci pour dire qu'en positif ou en négatif, l'Italie n'était pas oubliée par les Juifs installés au Levant. Leur espace demeurait unitaire, de Rome, Venise, Ferrare, Ancône, jusqu'à Raguse, Dubrovnik, Salonique, Constantinople, Naxos, Tibériade. Pour finir, des mouvements dans la direction opposée, c'est-à-dire du Levant vers l'Italie, direction opposée, non, ne manquèrent également pas. Revenons donc quelques années en arrière pour observer une affaire, là encore, très singulière. Un nouveau chrétien, c'est-à-dire un converti récent, Diogo Pires, était né au Portugal vers l'an 1500, peu après l'expulsion ou la conversion forcée des Juifs du Portugal.
Doué, Diogo Pire, d'un penchant pour le mysticisme, le millénarisme, le kabbalisme et l'oniromancie, Diogo retourna vite au judaïsme sous le nom de Shlomo Molko et il s'installa au Levant. Là, au Levant, il devint prophète et annonça à Salonique et dans les anciennes terres d'Israël le royaume messianique pour l'an 1540. Il prédit aussi la dévastation de Rome, qui sera effectivement réalisée par les lansquenets de l'empereur Charles Quint en l'an 1527, c'est-à-dire le fameux pillage de Rome. Devenu célèbre grâce à ses prophéties, Diogo se rendit, Shlomo Molko désormais, il se rendit en Italie en l'an 1529 en débarquant en Corme, accueilli fastueusement. En 1530, il rêva des oiseaux qui annonçaient l'inondation de Rome et d'un pays du Nord. Il rêva aussi qu'un tremblement de terre aurait ravagé le Portugal. Peu après, en effet, le Tibre, le fleuve de Rome, déborda. Et peu après, Shlomo parvint à se faire recevoir par le pape Clément VII Médicis, sans pour autant renoncer à prêcher. Donc, reçu par le pape, mais en tant que il continue à faire le prédicateur sur un ton apocalyptique vêtu de haillons aux portes de Rome. Donc, il y a ce prédicateur tout de mal habillé, mais qui, entre-temps, réussissait à se faire recevoir par le pape Clément VII. Il faut dire que les crues du Tibre, c'est-à-dire du fleuve de Rome, offraient souvent du matériel à une culture avide de déchiffrer toutes sortes de messages surnaturels. Car le Tibre, le fleuve de la ville éternelle, ne se trompait pas. Le fleuve de la ville du pape était considéré un devin fiable et sacré, selon ce que déclarait le dominicain et inquisiteur Leandro Alberti en l'an 1550. Donc, il fallait observer les mouvements du Tibre parce que là, on aurait compris la volonté divine. Ici, on voit une étrange convergence d'images et de langage qui se dessine entre le prophétisme juif et le prophétisme chrétien, à propos des crues du Tibre. Le rêve de Shlomo, on avait dit qu'il avait rêvé, non des oiseaux, l'inondation de Rome. Le rêve de Shlomo fut confirmé plus tard par une inondation dans les Flandres, le pays du Nord qu'il avait rêvé, et par un tremblement de terre qui frappa Lisbonne en 1531. De sorte que l'ensemble du rêve prophétique de Shlomo se réalisa pleinement. C'est alors que, renforcé dans ses convictions, Shlomo se proclama carrément Messie, parfois plus simplement précurseur du Messie, selon les circonstances. Accompagné d'un autre mystique et aventurier, David Roybeni, qu'il avait croisé en Italie, il se rendit en Allemagne, Ratisbonne, en 1532, là où Charles Quint, l'empereur, présidait la diète de l'Empire de Ratisbonne. Là, ils se mirent, Shlomo et David Roybeni, ils se mirent à proposer une alliance judéo-chrétienne pour soustraire la Palestine aux Turcs. Malgré ça, ils furent arrêtés, remenés en Italie et condamnés au bûcher pour apostasie à Mantoue. Parce qu'en réalité, ils étaient à l'origine des chrétiens, des chrétiens convertis, des juifs convertis au christianisme. Donc, on pouvait faire le mouvement dans une direction, mais pas dans l'autre. Donc, arrêté à Ratisbonne, ramené en Italie, condamné au bûcher pour apostasie, ce qui se vérifia à Mantoue. Il paraît que le pardon et la vie furent offerts à Shlomo s'il retournait au christianisme, ce qu'il refusa. Quant à Roybeni, il sera exécuté peu d'années plus tard. À vrai dire, ce dernier passage de Ratisbonne, Regensburg aujourd'hui, à Mantoue, est mal éclairé par les sources. Il n'en reste pas moins qu'une fois de plus, l'Italie, avec ses autorités religieuses et politiques, avec ses villes et ses ports riches, animés et tournés vers le Levant, avec ses grandes traditions culturelles, ne disparaissait pas du paysage mental de référence des Juifs ibériques qui convergeaient vers l'Orient, au point d'attirer de nouveau Shlomo vers l'Occident, mouvement inverse, et donc vers la mort. Merci.